Bonjour, bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, les choses de la vie, en direct ou en podcast sur l'appli France Inter. Et ce matin, nous recevons une chercheuse qui se revendique comme une tueuse de cancer. Le cancer, une maladie qui touche ou a frappé près de 3 millions de personnes en France, 385 000 nouveaux cas diagnostiqués et 150 000 décès en 2015 selon l'Institut national du cancer. La professeure Patricia Paterlini-Bréchot se bat pour généraliser des tests sanguins qui permettent de détecter les cellules cancéreuses dans le sang grâce à un test innovant mais encore très coûteux, un test qui permet de prévenir le cancer avant qu'il ne se métastase. Nous verrons comment fonctionne ce test, quelle est sa fiabilité, quelle est sa place dans l'arsenal de la prévention, à qui s'adresse-t-il, combien coûte-t-il. Mais avant ça, nous essaierons de mieux connaître ce tueur malin, patient, pervers aux 1000 visages qu'est le cancer. Nous attendons vos questions au 01 45 24 7000, par courriel grandbienvouface@radiofrance.com et sur notre page Facebook. France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rébi. J'ai enlevé la plus grosse partie de la tumeur, il en reste une infime partie sur le tronc cérébral, mais ça on peut rien faire. Il est possible qu'il louche, mais ça s'opère très facilement. Maintenant, je dois vous dire que la tumeur est maligne. Ça veut dire qu'il va mourir? Écoutez, je ne connais pas encore la nature exacte de la tumeur. Elle est partie pour être analysée. Et on aura les résultats dans 3 semaines. Mais Adam, là, il y a un danger de mort directe? Non. Dans le pire des cas, on peut le maintenir en vie grâce à des traitements de chimiothérapie jusqu'à l'âge de 5 ans. Et après, on lui fait de la radiothérapie. D'accord, 5 ans. Il va vivre au moins jusqu'à l'âge de 5 ans. À l'Institut Gustave Roussy, il sera en de très bonnes mains. Mais on aura le temps d'en reparler de ça. Un extrait de La guerre est déclarée de Valérie Donzelli en 2011. Et notre invité, comme nombre de ses confrères, a déclaré la guerre au cancer depuis une trentaine d'années. Bonjour Patricia Paterlini-Bréchot. Bonjour. Bienvenue dans l'émission. Vous êtes oncologue, hématologue, professeur de biologie cellulaire et moléculaire appliquée au cancer à l'Université Paris-Descartes. Et vous venez de publier Tuer le cancer chez Stock. La tueuse, c'est vous et c'est votre équipe. Oui, tuer le cancer, c'est notre rêve, du moins faire baisser drastiquement la mortalité pour le cancer. Alors en 2014, votre équipe met au point un test sanguin qui permet de détecter des cellules cancéreuses dans le sang bien avant que le cancer ne se développe dans l'organisme. On y reviendra largement, bien sûr, ce matin. Patricia Paterlini-Bréchot, pour bien comprendre la mise au point de votre test prédictif du cancer, il faut revenir sur cette vocation de tueuse du cancer. En 1982, vous êtes jeune interne à la Polyclinique Hospitalo-Universitaire de Modène, en Italie. Et un jour, vous croisez un patient atteint d'un cancer du pancréas qui a marqué votre histoire personnelle et professionnelle. Tout à fait. En fait, j'étais très rêveuse de pouvoir apporter avec mon rôle de médecin aide aux patients, et j'ai rencontré ces patients jeunes atteints d'un cancer grave qui avaient en lui cette sensation que sa vie allait se terminer rapidement, qui était paniqué par ça, et j'ai vécu sa panique en même temps. J'ai essayé de tout faire pour améliorer les jours qui lui restaient sans y arriver, et ça m'a vraiment bouleversée point. Un jour, ce jeune homme vous regarde et ce regard semble crier une accusation terrible. Tu m'as trahi. Oui, parce que à l'époque, il n'y avait pas d'aide psychologique ni aux patients ni aux médecins, et j'ai demandé conseil, mais personne ne savait quoi me dire pour secourir ces patients, pour l'aider, et donc j'avais peur qu'il se suicide en lui révélant sa maladie, et j'étais malgré moi poussée à lui mentir, et à la fin, au moment de mourir, il m'a regardé en me disant clairement que je l'avais trahi. Ça a fait vraiment un désastre dans ma tête, et j'ai failli jeter l'éponge. Et ce regard, c'est le moteur qui a conduit à la longue mise au point du test sanguin qui permet de détecter les prémices d'un cancer? Oui, alors je pouvais continuer à exercer la médecine uniquement à une condition de me battre. Sinon, cette faillite avait été trop marquante pour moi. Mais vous savez, quand on est une femme, une personne, c'est très ambitieux de dire je veux faire quelque chose, changer la mortalité due au cancer. Mais donc je fais pas à pas. J'ai d'abord essayé de devenir un très bon médecin. Ensuite, j'ai essayé de comprendre comment les
les cancers se forment et je suis arrivée comme ça à vouloir comprendre comment le cancer tue et c'est là où nous avons vu avec mon équipe une piste qui était vraiment porteuse de grands espoirs. Alors vous comparez le cancer à un ivrogne titubant, mal en point, qui nous suit pendant longtemps, mais qui peut un jour trouver la force de nous agresser violemment. Oui, c'est pour faire comprendre que la notion de temps est clé pour ce qui concerne la survie des patients avec cancer. C'est parce qu'au début, le cancer, donc ces cellules, ces parties en fait vivantes, ont des mutations, mais pas beaucoup, et donc elles sont fragiles et sont prêtes à mourir très facilement. Mais si on laisse les cancers s'installer dans l'organisme, ces mutations, ces aberrations de l'ADN du cancer s'accumulent, ce qui fait que le cancer va échapper à tout type de thérapie qu'on peut appliquer pour l'éliminer. Bonjour Aline Perraudin. Bonjour Ali. Directrice de Santé Magazine. Vous avez rencontré Patricia Paterlini-Bréchaud il y a 2 ans. Oui, en fait, on s'était intéressé à l'équipe de Nice qui avait testé Le professeur Hoffman. Voilà, le test sur des personnes qui avaient des problèmes de bronchopathie et qu'on soupçonnait à risque de cancer du poumon. Et on avait déjà parlé de ce test prédictif. Alors nous reviendrons tout à l'heure largement sur le fonctionnement de ce test sanguin, sur son coût et qui peut en bénéficier. Aline Perraudin, à propos de coût, vous reviendrez sur le coût de certains traitements innovants. Oui, sur les nouveaux traitements, immunothérapie, thérapie ciblée, qui coûtent 5 à 10 fois plus cher que les thérapies classiques et qui posent un problème au moment où on doit contenir des dépenses de santé publique. Allez, nous attendons vos questions sur ce test sanguin novateur, véritable espoir dans la prévention et la lutte contre le cancer, sur notre page Facebook au Standard Inter 01 45 24 7000 et par courriel grandbienvouface@radiofrance.com. Mais il est l'heure de retrouver la petite philo du quotidien de notre prof maison, Thibaut de Saint-Maurice, qui se penche ce matin sur la question de l'empathie. La petite philo de la vie quotidienne. La vérité n'est jamais amusante à dire, sans ça tout le monde la dirait. Thibaut de Saint-Maurice. Et vous avez l'intention de me la dire? Oui. On est peut-être tous des sales individualistes, mais il suffit de nous plonger dans une histoire triste, avec une musique bien bateuse et c'est parti. On se laisse prendre par l'histoire, et on vibre avec les personnages, et du coup, on souffre avec eux, et on pleure. Ça me rentre directement droit au cœur et puis c'est sûr que, je sais pas si je m'identifie, mais en tout cas c'est sûr que ça me touche au point de me faire pleurer, ça c'est sûr. Je fonds complètement dans l'image. Enfin, tu m'imagines à la place du personnage et j'adore le cinéma pour ça. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice. Bonjour Ali. Vous vous intéressez donc ce matin à la question de l'empathie. Ben oui Ali, parce que nous parlons ce matin d'une maladie, le cancer, donc qui touche non seulement les malades eux-mêmes, bien sûr, mais qui affecte aussi profondément les proches. Le malade était évidemment toujours le premier à sentir la douleur ou au contraire le soulagement du traitement, mais tous ceux qui accompagnent ou qui ont eu à accompagner des malades le savent bien aussi. Sans être malade soi-même, eh bien on souffre de sentir l'autre souffrir, et puis on peut être aussi soulagé de le sentir soulagé. Mais une fois qu'on a dit ça, en fait, nous voilà les 2 pieds dans le problème de l'empathie, de la sympathie ou de la compassion. Alors certes, il y a des nuances entre les 3 attitudes, mais précisément ce qui fait le fond du problème, c'est le même ressort, c'est le comme. Peut-on vraiment sentir comme autrui sent? Peut-on vraiment, quand on est en bonne santé, ressentir ce qu'un malade ressent? Peut-on vraiment se mettre à sa place? C'est peut-être comme au cinéma, une façon de s'identifier? Oui, la première hypothèse qui permet d'expliquer cette capacité à comprendre ou à ressentir ce qui arrive à autrui, c'est donc la sensibilité. C'est le fait que nous partagions une sensibilité commune. En tout cas, c'est ce que soutient le philosophe Jean-Jacques Rousseau dans son traité L'Émile, à travers le concept de pitié. La souffrance d'autrui nous affecte et nous touche sensiblement et moralement parce que nous savons que ce qu'il ressent, nous pourrions le ressentir puisque, comme lui, nous sommes des êtres sensibles. Et récemment, l'étude du cerveau a même identifié des neurones particuliers, des neurones miroirs, qui seraient chargés justement de traiter les informations qui nous permettraient de nous comprendre et de nous adapter à la situation et aux émotions d'autrui. Alors cette découverte est tellement importante que certains grands scientifiques qualifient désormais l'homme de Homo empathicus. Sauf que je peux comprendre ce qui arrive à autrui, mais je ne le vivrai jamais exactement comme lui. Ben voilà, c'est toute la difficulté proprement métaphysique de l'empathie. Nous sommes tous déjà passés par là. On a d'un côté, par exemple, l'impression d'être capable de comprendre la situation d'un proche qui est malade,
par exemple donc, et en même temps avoir soi-même déjà eu cette impression que personne ne pouvait comprendre la souffrance que l'on ressent, vous savez, de l'intérieur, entre guillemets. Alors Aristote nous avait bien prévenu, autrui est en même temps un autre moi-même, qui me ressemble donc, et en même temps un autre que moi-même, qui est donc différent. L'altérité, elle maintient nécessairement une différence, sans quoi elle disparaît totalement. Quand quelqu'un souffre, je peux savoir qu'il souffre, je peux aussi souffrir de le voir souffrir, parce que moi aussi j'ai souffert un jour et je sais que c'est pas agréable, mais je ne pourrai jamais, en rigueur de terme, me mettre à sa place et souffrir comme lui souffre. En fait, il est impossible de se mettre à la place d'autrui, parce que à la place d'autrui, il y a tout simplement pas de place pour deux. Voilà. Et il faut même que cette place soit unique, soit singulière, soit subjective, pour que autrui soit vraiment autrui, c'est-à-dire différent de moi. Nous ne nous comprenons donc les uns les autres jamais tout à fait. Alors c'est un peu triste, peut-être, mais parce qu'on peut se sentir proche des malades que nous accompagnons, et puis c'est en même temps ce qui fait cette singularité, la dignité de chacun de nous. Le fait que nous sommes les seuls sujets de nous-mêmes, que nous sommes chacun sans équivalent, avec un point de vue absolument unique sur nous-mêmes et sur le monde. Alors, nous ne pouvons pas nous mettre à la place d'autrui, mais nous pouvons au contraire reconnaître que la place d'autrui est unique, la reconnaître, la respecter et en tenir compte. C'est aussi une façon d'en prendre soin et donc de soigner autrui quand il est malade. Patricia Paterlini-Bréchot, sur l'empathie de la cancérologue que vous êtes. C'est très intéressant en fait parce que ce qui vient d'être dit explique que le fait de pouvoir ressentir ce que d'autres ressentent, même si pas complètement, aide la fonction sociale de l'individu. Je pense le fait de pouvoir combattre des batailles communes contre des buts qui sont à combattre et en même temps on reste nous-mêmes, donc ça alors au niveau des cellules c'est aussi un peu pareil, elles ont des comportements similaires mais une cellule peut être complètement différente des autres. Thibaut de Saint-Maurice. Oui, c'est ça en fait, c'est-à-dire que c'est une façon de créer un lien, j'aime assez cette idée de lutte commune et en même temps respecter la singularité de chacun, qui est aussi une façon de ne pas l'uniformiser. Merci Thibaut de Saint-Maurice. La petite philo de la vie quotidienne, c'est tous les lundis dans Grand Bien vous fasse, une émission préparée par Alexa Rivière et Claire Destacan avec l'aide de Clara Marliot et c'est réalisé par Jérôme Bouvet. À lire et BI sur France Inter. Grand Bien vous fasse sur France Inter. 10h22 et ce matin nous recevons la professeure Patricia Paterlini-Bréchot, auteure de Tuer le cancer et qui a mis au point avec son équipe un test sanguin innovant pour détecter des cellules et détester aussi. Absolument. Détester les cellules cancéreuses dans le sang. On va essayer de comprendre comment fonctionne ce test prédictif du cancer. Mais avant ça, il est bon de connaître l'ennemi. L'ennemi, c'est le cancer évidemment, cet adversaire pervers aux multiples visages, aux mille déguisements, écrivez-vous. Oui, absolument. Je pense qu'il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est une cellule. Alors, notre corps est fait d'organes qui sont composés des cellules. Et les cellules, une cellule est la plus petite partie vivante de notre corps qui s'organise socialement avec d'autres similaires, un organe, pour exploiter des fonctions utiles à la vie. Et donc, ces cellules doivent proliférer, c'est-à-dire multiplier, parce qu'elles meurent, et donc celle qui multiplie remplace celle qui meurt. Et ces processus est contrôlé, c'est-à-dire que quand les cellules mortes sont remplacées, les cellules qui prolifèrent s'arrêtent de proliférer. Le cancer est une pathologie de cette prolifération, c'est-à-dire que les cellules d'un organe se mettent à proliférer et n'arrêtent pas de proliférer. Donc, ne répondent plus aux mécanismes de contrôle qui font qu'elles s'arrêtent. Prolifération anarchique. Anarchique et sans contrôle. À ce point, la masse se forme. Mais un cancer est dit malin quand il est capable de envahir d'autres organes et créer des tumeurs filles qu'on appelle métastases. Alors pour faire ça, le cancer, les cellules du cancer se détachent de la tumeur primitive qui s'est formée dans un organe, passent dans le sang, restent dans le sang pendant des années, vont se nicher dans d'autres organes. C'est un processus très long et très inefficace. C'est ça le point très important pour combattre le cancer. Et à la fin, prolifèrent dans les organes à distance et forment les métastases. Alors pour vous, il est très important de remettre en question la toute-puissance du cancer. Ce n'est pas un monstre surgissant de nulle part. Et il est nécessaire d'endosser l'imperméable du détective privé pour essayer de démasquer ce tueur né.
Tout à fait. Dans les années 1960, des chercheurs, en particulier américains, qui ont travaillé beaucoup chez l'animal, ont bien montré que ces processus qui conduisent à la formation des métastases, et les métastases, il faut bien le dire, c'est la cause principale de mort des patients avec cancer. Et non pas la tumeur. Non pas la tumeur primitive, mais sa capacité à envahir pour tout type de cancer, sauf les cancers qui se forment dans les cerveaux, parce qu'ils peuvent conduire à mort par en fait occupation d'espace dans une zone vitale. Donc les métastases, c'est vraiment la formation à combattre. Ces métastases se forment parce que ces cellules se détachent de la tumeur, sont rarissimes, donc c'est pour ça qu'elles n'étaient pas vues, mais elles se détachent, elles circulent pendant des années avant qu'une d'elles arrive à former la métastase. Chez l'animal, c'est même décrit précisément qu'une sur 10 000 cellules tumorales circulantes peut arriver à fonder un foyer métastatique. Chez l'homme, évidemment, c'est beaucoup plus varié et disons, compliqué. Alors, vous êtes hématologue, c'est-à-dire que vous étudiez les cellules du sang, de la moelle osseuse et du système immunitaire. Quand vous débutez, l'hématologie est l'une des disciplines les plus avancées en matière de traitement du cancer. C'est pour cette raison que les cancers du sang, les leucémies, sont parmi les cancers les plus étudiés? Tout à fait, parce que les leucémies sont des tumeurs du sang et donc c'est très facile d'aller chercher ces cellules parce qu'il suffit d'une prise de sang et de les étudier. Du coup, en fait, les caractéristiques des différentes leucémies ont été très bien étudiées, même les mécanismes moléculaires par lesquels ces leucémies se forment ont été très bien étudiés et les premiers médicaments ciblés, c'est-à-dire extrêmement précis pour aller tuer ces cellules leucémiques, ont été développés. Comment se fait-il que certaines cellules tumorales se retrouvent dans le sang? C'est quoi le processus? Pour les cancers solides, les leucémies, elles y sont déjà, parce que c'est les cellules du sang. Et pour les autres cancers? Pour les autres cancers, justement, c'est une question très intéressante. La petite masse doit être très invasive, c'est-à-dire elle doit être capable d'envahir. Alors, tout d'abord, il faut que les cellules prolifèrent, on l'a dit, mais quand elles prolifèrent, elles se retrouvent loin des vaisseaux. Et donc, elles se retrouvent sans oxygène, sans nutriments, elles meurent. Mais si la tumeur est capable de stimuler la formation des vaisseaux, ce qu'on appelle néoangiogénèse, en tout cas des nouveaux vaisseaux, alors les cellules peuvent continuer à proliférer et ces vaisseaux sont défectueux, les cellules tumorales rentrent dans les vaisseaux. Et si elles arrivent à se détacher des autres sans mourir, elles commencent à circuler. Donc c'est un premier dépassement de la capacité du système immun à contrôler le cancer. Bonjour Ludovic. Oui, bonjour. Vous appelez du Jura, où exactement? Champagnole. Vous avez une question qui me paraît très intéressante. Oui, en fait, il y a quelques années, il y a eu un problème avec le don du sang et le VIH. Et en fait, je voulais savoir si, par exemple, moi, je suis porteur du cancer, mais que j'ai pas fait le test là sanguin, est-ce que je peux transmettre, en fait, tout simplement, mon cancer que j'aurais sans le savoir? Écoutez, c'est une question excellente. Des études n'ont pas été faites, c'est clair, hein. Il n'y a pas une étude sur population telle de pouvoir dire effectivement quel est le pourcentage des sujets en complète bonne santé qui sont donneurs de sang qui peuvent avoir ces cellules. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ces cellules devraient être détruites par le système immun des sujets qui reçoivent le sang d'un éventuel sujet qui aurait ces rarissimes cellules tumorales dans le sang. Tout ça, néanmoins, est un sujet complètement inexploré. Est-ce qu'on répond à votre question, Ludovic? Oui, tout à fait, en fait. Ouais. Donc pour l'instant, c'est encore un peu en recherche, si j'ai bien compris, mais théoriquement, le receveur doit tuer en fait les mauvaises cellules, si j'ai bien compris. C'est ça? Oui, on peut s'attendre que le receveur tue les mauvaises cellules parce que d'une part, ce sont des cellules qui ne sont pas de son organisme et donc normalement, il devrait les reconnaître tuées. Mais encore une fois, il n'y a pas d'études sur cet aspect, ce qui est vraiment un domaine extrêmement intéressant et important. Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine. Oui, c'est vrai que c'est complètement inconnu et on ne sait pas comment va réagir en fait le système immunitaire du receveur. Merci beaucoup Ludovic de nous avoir appelé. Merci. Patricia Paterlini-Bréchot, le cancer, c'est un ennemi qu'il faut prendre de vitesse. Oui, absolument. Pourquoi?
Parce que on sait actuellement qu'il y a cette fenêtre qui est une longue fenêtre, même pour les cancers qu'on n'arrive pas à guérir, qui sont les 40% des cancers, à peu près 40% des cancers qu'on détecte au stade déjà métastatique. Ces cancers-là, on n'arrive pas vraiment à les éliminer complètement ou à les contrôler. Donc, on sait que même pour ces cancers-là, la fenêtre, c'est-à-dire la période entre formation de la petite masse, de la petite tumeur primitive et la formation des métastases est une période de quelques années. Donc, nous avons un temps, une fenêtre que nous n'avons jamais exploitée pour combattre le cancer, en particulier les cancers les plus invasifs. Donc l'invasion barbare dure des années avant que les métastases prennent forme. Oui, parce que les cellules sont inefficaces. Au début, elles ne sont pas mutées de façon très importante. Elles se suicident aussi. Elles meurent à cause du système humain, à cause du fait qu'elles circulent dans le sang. C'est vraiment le fait d'affronter un environnement qui est complètement nouveau pour elles. Elles ne sont pas fortes. Elles ne sont pas encore beaucoup mutées. Et donc, c'est là où il faut intervenir. J'aimerais qu'on revienne sur une idée largement répandue, l'idée selon laquelle le cancer serait avant tout une maladie de l'environnement, des modes de vie. Pour vous, c'est plus subtil que ça? Oui, alors en fait, on ne peut pas généraliser. Il y a, je dirais, trois types, mécanismes par lesquels on peut devenir malade des cancers. Un mécanisme, c'est uniquement à cause des facteurs exogènes, par exemple un excès de fumée, un excès d'alcool, un excès de toxiques. Un autre mécanisme, c'est un facteur génétique, une prédisposition génétique vers le cancer. Et le facteur qui est le plus courant, c'est un mélange des deux, une prédisposition génétique et des facteurs exogènes. Mais non, c'est clair que si on diminue le plus possible les facteurs environnementaux, on agit sur une grande partie des cancers. Aline Perraudin. Oui, il y avait par exemple le Guardian qui prédit en 2035 beaucoup plus de cancers chez la femme, tout simplement que par rapport à l'homme, parce que c'est le facteur obésité. On voit le surpoids qui touche notamment, qui est un facteur de risque de cancer féminin comme le sein et l'ovaire. Et on peut donc jouer sur la prévention. Peut-être qu'on joue pas assez. On parle beaucoup des traitements, mais on parle pas assez de la prévention du cancer, quand même par l'alimentation et l'exercice physique et plein d'autres choses et la diminution des toxiques. Absolument. Tabac, alcool. Absolument. Bonjour Christophe, vous appelez de Saint-Nazaire. Oui, bonjour Ali. Bienvenue. Vous avez une question qui répond à celle d'Aline sur la prévention du cancer, notamment à travers le jeûne thérapeutique ou préventif. Oui, il y a quelques mois, Arte a diffusé un documentaire faisant état des recherches qui ont été poussées depuis plusieurs décennies en Russie. De Thierry Delestrade. Voilà, exactement. Et je parle de jeunes sous contrôle médical, suivi, etc., qui disait justement que le jeûne pouvait provoquer l'appauvrissement et la mort de ces cellules cancéreuses. Je voulais savoir si votre invité, avait un avis sur cette idée. Alors aux États-Unis, c'est le professeur Walter Longo, qui est gérontologue et qui travaille sur ces questions-là, les liens entre le jeûne thérapeutique et le cancer. Il fait notamment jeûner des patients cancéreux avant, pendant et après une chimiothérapie. Patricia Paterlini-Bréchot. Alors effectivement, c'est des recherches qui sont très intéressantes et c'est une voie extrêmement intéressante qu'on doit effectivement apprendre à connaître de mieux en mieux et à contrôler. Mais c'est vrai que c'est une piste intéressante. Pourquoi? Parce que comme j'expliquais, au début, les cellules prolifèrent, elles ont besoin de plus d'oxygène et de nutriments. De sucre notamment. Et de sucre notamment. Et donc, si on les met un manque de ces facteurs, les cellules, en fait, meurent spontanément. Et ce qu'on sait, c'est que quand elles sont à court de nutriments, les cellules, pour survivre, commencent à manger leurs propres organelles, c'est-à-dire les molécules qu'elles ont à l'intérieur. Et il y a, par exemple, des études aux États-Unis, notamment du professeur Liotta, qui arrivent avec un médicament anti-malarien à bloquer cette capacité à manger qu'on appelle l'autophagie, les
organelles pour tuer les cellules tumorales. Donc c'est une piste extrêmement intéressante. Merci beaucoup Christophe pour votre question. Dans quelques instants, nous verrons qu'il est donc possible de diagnostiquer un cancer avant que la tumeur ne soit visible grâce à un outil qui repère les cellules cancéreuses qui circulent dans le sang. Nous vous dirons si ce test sanguin permet d'agir efficacement contre la tumeur, qui peut bénéficier de ce test et combien coûte-t-il. Pour poser toutes vos questions, 01 45 24 7000, grand bien vous fasse à radiofrance.com. À lire et grand bien vous fasse. Sur France Inter. 10h38 et ce matin nous recevons la professeure Patrizia Paterlini-Bresciot, auteure de Tuer le cancer et qui a mis au point avec son équipe un test sanguin pour détecter des cellules cancéreuses dans le sang. On l'a vu tout à l'heure, la guerre contre le cancer c'est une lutte contre le temps. Pour gagner du temps, vous avez donc mis au point un test sanguin qui permet de détecter les cellules cancéreuses. Comment ça marche ? Oui, voilà, ces cellules étaient recherchées depuis 150 ans parce qu'on avait quand même vu leur intérêt. Comment ça marche? C'est une prise de sang. Ensuite, le sang est dilué pour le rendre filtrable et il est traité par une machine. En fait, le sang est versé dans une cartouche qui est insérée dans la machine. Ça ressemble à une photocopieuse. Oui, c'est ça, un peu carré. Et en quelques secondes, le sang est traité et sur le filtre, on retrouve les cellules non sanguines qui étaient dans le sang. Alors, les caractéristiques de cette approche, c'est que la sensibilité est inégalée s'il y a une cellule tumorale dans le sang, c'est-à-dire dans 10 millilitres de sang, ce qui veut dire une cellule mélangée à environ 100 millions de globules blancs et 50 milliards de globules rouges. La technique l'isole, la détecte et donc c'est la plus sensible connue. Et deuxièmement, l'identification de la cellule tumorale sans erreur est faite par l'analyse au microscope, qui est la même analyse qui sert au frottis, au pap test que tout le monde connaît. C'est-à-dire, c'est une analyse médicale qui a été validée par 150 ans d'application à l'oncologie. Allez-y. Et donc, la cellule tumorale est identifiée sans erreur. Alors, est-ce qu'il est aujourd'hui possible de détecter un cancer avant même que l'organe ne soit atteint? Alors, il faut bien voir que c'est un test sanguin. Donc, il a deux applications. Une application chez les patients avec cancer, il détecte l'invasion tumorale. Donc, il détecte aussi quand un cancer qui est considéré complètement localisé commence à diffuser dans le sang et les métastases ne sont pas encore formées. Donc, on peut adapter le traitement, faire ce qu'on appelle maintenant la médecine personnalisée dans le temps pour pouvoir traiter avant que les métastases se forment et ensuite ça sert pour voir si les médicaments ont été efficaces et ont pu éliminer ces cellules tumorales dans le sang. Ça, c'est chez les patients avec cancer. Le test a un avantage, c'est il est valable pour tout type de cancer solide, donc tous les cancers sauf les leucémies et lymphomes. Maintenant, le test sert également à détecter précocement les cancers invasifs chez des sujets donc qui ne sont pas connus pour avoir un cancer. Mais dans cette utilisation, l'avantage que je viens de décrire, c'est-à-dire que le test est valable pour tout type de cancer, devient une limitation qu'on doit compléter parce que le test ne dit pas à partir de quel organe les cellules tumorales dérivent. Donc, il faut qu'on continue. Aline Perraudin de Santé Magazine. Moi, j'avais une question. Quand vous isolez une cellule tumorale, est-ce que vous êtes sûr, que le système immunitaire ne va pas quand même le neutraliser? Et deux, ça ne veut pas dire que la tumeur va se développer. Donc, est-ce que ce n'est pas générer une angoisse énorme chez des personnes pour qui il ne se passera rien, en fait? C'est une excellente question. En fait, je peux vous répondre juste avec ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Ce qu'on sait à l'heure actuelle, d'après les études chez l'animal, c'est que quand les cellules tumorales ont été capables de passer dans le sang, de diffuser dans le sang, la tumeur a déjà été capable de induire l'angiogénèse, les nouveaux vaisseaux dont j'ai parlé il y a un instant, et la tumeur a été capable de dépasser le blocage du système immun. Donc, ça veut dire qu'elle peut continuer à le faire. Les cellules tumorales passent dans le sang, elles peuvent être éliminées aussi par le système immun, mais on sait qu'il y a un cancer qui a été capable de dépasser ces trois barrières en fait. L'angiogénèse, le dépassement du système immun et de la capacité du système immun à le limiter, et le fait que les cellules, quand elles se détachent des autres, normalement se suicident, meurent. Et là, elles ne sont pas suicidées, elles continuent à être dans le sang vivante. Bonjour Sabrina.
Bonjour Sabrina, vous appelez de Bordeaux, bienvenue dans l'émission. Oui, bonjour. Je voulais savoir si j'effectuais le test et qu'il s'avérait positif, vers qui dois-je m'orienter, vers mon médecin traitant ou un cancérologue, et surtout quels sont les examens complémentaires que je dois effectuer et à quelle périodicité dois-je renouveler ce test. Excellente question de Sabrina, et j'ajouterai, que se passe-t-il une fois que ces cellules tumorales sont détectées ? Très bien. Donc là, on est bien dans le cas d'un sujet qui est sans cancer et qui fait les tests. On est bien d'accord. Donc encore une fois, je veux répéter que le test pour cette utilisation n'est pas complet. Il donne déjà un avantage, mais ce n'est pas le test fini qu'on veut développer. Donc le test est commercialisé pour les patients avec cancer. Actuellement, si un sujet sans cancer se présente au laboratoire et signe le consentement éclairé, c'est-à-dire en fait une prescription médicale qu'il doit signer avec le médecin qui explique très précisément les avantages du test, mais aussi très précisément ses limites, le laboratoire ne veut pas refuser de faire le test et donc le sujet a les tests. Imaginons maintenant que ce sujet soit détecté avec des cellules tumorales. La première chose, c'est d'aller chercher un cancer, parce qu'il pourrait déjà y avoir dans l'organisme un cancer détectable par les méthodes d'imagerie. Donc, par des scanners total body, ou alors selon les prédispositions ou selon les facteurs de risque de la personne, on va rechercher le cancer. Et si le cancer n'est pas détecté, la personne devrait être mise sur surveillance, répéter le test environ chaque 6 mois pour voir ces cellules et effectivement pour pouvoir faire des études qui sont des études d'imagerie pour surveillance de l'apparition d'un cancer. Encore une fois, ça, ce n'est pas ce que nous souhaitons, bien que effectivement je me teste moi-même et que je teste l'environnement, enfin mon entourage, parce que c'est vrai, ça peut être angoissant à l'heure actuelle d'être dans cette situation. Néanmoins, le résultat du test est envoyé au médecin et si le patient signe, le test ne peut pas être refusé. Nous, ce qu'on veut faire, on veut arriver très rapidement à développer ces méthodes moléculaires et qu'elles deviennent un test pour identifier l'organe d'origine. Comme ça, on pourra mettre sous surveillance l'organe. Sabrina, avons-nous répondu à votre question ? Oui, merci beaucoup. Merci, belle journée à vous, Sabrina. Bonjour, Aymeric. Bonjour. Bienvenue, vous appelez de Lyon. C'est ça, tout à fait. La question a été en partie déjà répondue. Je voulais savoir en fait comment justement on pouvait prescrire ce test, à qui il pouvait être prescrit et comment, et par qui. En gros, si je suis en bonne santé, est-ce que je peux aller voir mon médecin traitant et lui demander de faire ce test? Très bonne question, Aymeric. Oui, en fait, le test, comme je viens de dire, est fait avec une prescription médicale qui est signée à la fois par le sujet et par son médecin. Et c'est vrai que nous sommes une petite équipe, nous n'avons pas en fait une armée de visiteurs médicaux qui peuvent aller expliquer aux médecins qu'est-ce que c'est les tests. Mais je crois que c'est très important. C'est aussi pour ça qu'on veut parler au public. Toutes les informations, tous les articles scientifiques sont disponibles sur un site web qui est ircells.com. Toutes les informations sur les tests sont disponibles sur un site web qui est izetbyircells.com. On le mettra sur notre site. Merci beaucoup. Et donc, voilà, c'est des travaux. En fait, il y a plus de 52 publications scientifiques de haut niveau, indépendantes, non financées par l'industrie. Merci beaucoup, Aymeric, d'avoir appelé de Lyon. Alors, ce test sanguin coûte assez cher. Il coûte près de 500 €, non remboursé par la sécurité sociale. Pourquoi ce test n'est toujours pas remboursé? Et quels sont les freins à ce remboursement? Alors, le test n'est pas remboursé parce qu'obtenir le remboursement prend du temps. Nous avons été rencontrer l'HAS en juin de l'année dernière. La Haute Autorité de Santé. Oui, merci. La Haute Autorité de Santé. Et donc la procédure est en cours, mais ce n'est pas immédiat. Il y a pas mal de démarches et donc nous avons aussi augmenté notre personnel pour pouvoir suivre ces démarches. Mais non, ça prend toujours du temps et donc on devait choisir soit garder ces tests encore dans les tiroirs, alors qu'il y a plus de 50 publications scientifiques. Je parle là du test pour les patients avec cancer déjà diagnostiqués.
Soit le faire sortir parce que toutes les études montraient sa sensibilité et sa spécificité, et à ce point, il est forcément payant. On a gardé au plus bas le coût de ce test, c'est moins de la moitié que des tests américains dans le même domaine, qui n'ont pas la même sensibilité ni la même spécificité, et c'est publié. Il faut faire bouger les choses. Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine, les traitements innovants contre le cancer coûtent très cher. Oui, alors on parle pas là des tests, on parle des médicaments innovants comme l'immunothérapie ou les thérapies ciblées qui cherchent à bloquer en fait la multiplication cellulaire du cancer et qui sont beaucoup plus spécifiques que la chimiothérapie. Donc ils coûtent très cher parce que voilà, c'est des médicaments innovants, ils coûtent 5 à 10 fois plus cher qu'une chimiothérapie et ça pose effectivement des problèmes parce qu'on est en ce moment en train de réduire nos dépenses, d'essayer de contenir nos dépenses de santé. On a vu l'année dernière, il y a eu des cancérologues qui ont lancé un appel, la Ligue contre le cancer alerte aussi, parce que la crainte, c'est qu'on n'ait pas assez d'argent et qu'on soit obligé de sélectionner des patients. Donc on n'en est pas là encore en France, mais c'est vrai que ça pose un problème. Comment est fixé aujourd'hui le prix de ces médicaments? Faut voir qu'une thérapie ciblée, ça peut être 50 000 € par an et par patient, donc c'est énorme. On a vu les mêmes problèmes avec les antiviraux, l'hépatite C. Donc est-ce qu'on va aller comme ça dans cette escalade de prix, ou est-ce qu'on va essayer de fixer plus raisonnablement les prix de ces médicaments innovants en faisant notamment intervenir les patients, les usagers? C'est très important parce qu'on voit à chaque fois qu'il y a une concertation avec des usagers que les prix baissent. Patricia Paterlini-Bréchot, à qui appartiennent les brevets de ce test sanguin? Vous avez vendu le procédé à plusieurs labos, c'est ça? Non. Les brevets appartiennent à l'Université Paris-Descartes, l'Assistance publique Hôpitaux de Paris et l'INSERM. Sont les propriétaires des brevets. Après, je suis inventeur ou co-inventeur avec mon équipe, et donc c'est une loi de 1999 qui permet aux inventeurs du domaine public de fonder une société basée sur les travaux de l'équipe, et la société a la licence des brevets qui appartiennent aux institutions publiques. Donc en fait, il y a des redevances qui reviennent à nos institutions. Alors pour être transparent et pour information, votre mari, le professeur Christian Bréchot, avait dû démissionner de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, pour conflit d'intérêts? Alors oui, ça c'est, merci de cette question. En fait, j'ai fondé une première compagnie. Cette première compagnie a eu en fait une histoire qui était assez déplaisante, c'est-à-dire que le management a mis en commercialisation le test sans validation et sans être certain que tout était bien contrôlé pour qu'il n'y ait pas des erreurs diagnostiques. Je me suis opposée parce que les patients étaient en danger, et mon mari, qui était donc directeur de l'INSERM, s'est opposé aussi. Ils nous ont accusés injustement de conflits d'intérêts. Ces conflits d'intérêts n'ont jamais été avérés, mais ça a suffi à ceux qui nous faisaient la guerre alors qu'on se battait pour les patients. Ça a suffi pour induire la démission de mon mari. On reviendra juste après le disque sur les quelques critiques que suscite votre test sanguin. Nous attendons toutes vos questions au 01 45 24 7000 et par courriel grandbienvouface@radiofrance.com. Grand bien vous fasse sur France Inter. Et ce matin, pour encore quelques minutes, nous recevons la professeure Patricia Paterlini-Bréchot, auteure de Tuer le cancer et qui a mis au point avec son équipe un test sanguin pour détecter des cellules cancéreuses dans le sang. Alors, votre test sanguin suscite quelques critiques. Dans Libération, vendredi dernier, un cancérologue anonyme affirmait que c'était une bonne idée il y a 10 ans et que ce test est aujourd'hui dépassé. Merci beaucoup pour cette question. Et il ajoute qu'on fait plutôt de la recherche ADN dans les cellules par le biais de biopsies liquides. Je rappelle qu'une biopsie, c'est le prélèvement d'un fragment de tissu sur un être vivant en vue d'un examen microscopique. Voilà. Oui, merci beaucoup pour cette question. Effectivement, les test. jaloux et les médiocres existeront toujours. Mais pour expliquer scientifiquement, en fait, il dit ce test est dépassé. Déjà, l'oncologue ne révèle pas son nom. Ce test est dépassé. Ce n'est pas vrai. Alors, je voudrais expliquer qu'est-ce que c'est la biopsie liquide. La biopsie liquide, c'est un prélèvement de sang qu'on utilise pour avoir des informations sur le cancer. Dans le sang, on retrouve deux types d'éléments. Les cellules tumorales, et là, c'est notre domaine, et des molécules comme l'ADN, qu'on appelle ADN libre plasmatique et pas ADN dans les cellules, comme c'est écrit dans l'article. Alors,
Uniquement les cellules peuvent dire si le cancer est en train d'envahir. Les molécules d'ADN servent pour faire d'autres études, pour voir les mutations. Les deux approches sont complémentaires, mais ce n'est absolument pas vrai que c'est dépassé. Uniquement les cellules peuvent dire si c'est invasif. Et puis un autre chercheur, sous couvert d'anonymat toujours dans Libération, affirme que vous avez choisi le buzz médiatique plutôt que l'avancée scientifique. Alors, ça aussi c'est faux. Notre équipe vient de publier un article très important dans PLOS ONE qui a été sélectionné pour faire l'objet d'un communiqué de presse de l'Université Paris-Descartes, APS, Assistance publique et CNRS. Et donc, on travaille activement. Je voulais dire ça parce que c'est très important. Tous mes droits d'auteur du livre sont reversés pour ces recherches, pour détecter l'organe d'origine de ces cellules tumorales circulantes. Et si ceux qui écoutent veulent nous aider, nous avons un site qui est stl-don.org pour nous aider. Merci. Aline Perraudin, vous vouliez apporter une précision? Oui, peut-être pour clarifier. Actuellement, votre test va s'adresser plutôt aux gens qui ont un cancer pour voir, prédire par exemple la nature des métastases ou pouvoir mieux adapter le traitement. De développer des mais métastases. Il faudrait pas faire croire que ça va s'adresser à toute la population générale, puisque pour l'instant, on ne traite le cancer que quand il est visible à l'imagerie. Et on n'a pas de traitement pour, même si on a identifié, par exemple, chez tout le monde, des cellules tumorales, pour traiter ces cellules tumorales. Tout à fait. C'est pour ça qu'on distingue l'utilisation du test pour les patients avec cancer déjà développé et diagnostiqué. Là, le test, il est complètement développé. Et l'utilisation du test pour détection précoce des cancers invasifs, il y a un seul papier au monde. C'est la publication du groupe du professeur Hoffman et professeur Marquette. Et là, c'est une porte ouverte vers un futur très porteur d'espoir pour détecter précocement les cancers invasifs. Question par courriel de Caroline et réponse rapide, s'il vous plaît, Patricia Paterlini-Bréchaud. J'ai un cancer du sein. Ce test m'intéresse pour savoir s'il y a des métastases dans le reste du corps. Alors, le test ne détecte pas des métastases, mais détecte l'invasion tumorale qui précède la formation des métastases. Ne détecte pas les masses, le test est réalisé sur le sang et détecte l'invasion tumorale dans le sang. Donc, c'est utile pour savoir si des cellules tumorales sont dans le sang, c'est qui, en fait, prépare la formation des métastases. L'avenir, c'est quoi ? L'avenir, c'est déjà développer les tests pour diagnostic précoce des cancers invasifs, comme on vient de le dire, avec les compléments moléculaires. Premier point. Deuxièmement, démocratiser le test pour que le prix baisse, pour qu'il puisse être fait comme n'importe quel examen du sang à bas prix. Et dans un proche avenir, il sera peut-être possible de neutraliser les cellules cancéreuses dans le sang sans connaître l'organe touché. Peut-être, c'est le futur. Peut-être. Merci beaucoup, professeur Patricia Paterlini-Bréchaud. Tuer le cancer est publié chez Stock. Merci également Aline Perraudin de Santé Magazine.